Bonjour à tous et bienvenue dans Plus d'actu. Alors qu'on croise de plus en plus de personnes sans logement dans les rues, eh bien on se posera la question de peut-on atteindre l'objectif d'un toit pour chacun à l'horizon 2030 ? C'est en tout cas l'objectif de l'Union européenne et c'est la question que nous poserons dans cette émission. On ciblera en particulier la situation à Bruxelles, notamment avec un vaste plan qui a été élaboré par les acteurs de terrain et les ayants droit. On reçoit pour en discuter le président de Bruxelles, Pierre Verberen. Bienvenue parmi nous. Bruxelles, c'est un organe de coordination de toute une série d'acteurs de terrain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui sont ces membres de cet opérateur ? Bruxelles, c'est une structure qui, comme pas mal de structures démocratiques, a pour objectif de cibler une question très spécifique. Par exemple, on a le délégué général aux droits de l'enfant qui essaye de donner la parole aux enfants et de faire en sorte que le droit des enfants qui ont du mal à s'exprimer puisse être respecté. Eh bien, on sent que les personnes sans logement, sans abri, sans chez-soi, ont énormément de mal à faire remonter les questions qui sont les leurs. Et donc, la démocratie a décidé de créer une structure qui est composée et du gouvernement et des acteurs de la société civile pour essayer de trouver ensemble des solutions très opérationnelles qui répondent à leurs besoins spécifiques. Voilà, il y a un souci de coordination de tous ces acteurs de terrain. Dans une note que je trouvais sur votre site, on parle d'un secteur à bout de souffle. Oui, il faut reconnaître qu'avec la crise Covid, où on a assigné aux sans-abri de rester chez eux, ce qui est quand même pas facile pour des sans-abri, avec la crise ukrainienne, où on a vu arriver énormément de personnes sur le territoire bruxellois et belge en général, avec les enjeux énergétiques, etc., avec la crise du logement, mais les acteurs associatifs, mais plus généralement les forces de police, les pouvoirs locaux sont quand même en difficulté par rapport à l'ensemble de ces questions sociales qui leur sont posées et singulièrement par rapport à des publics qui sont dans une fragilité et une souffrance très particulière. Ouais, on a entendu des gens du secteur de l'aide aux personnes plus précarisées, en santé mentale, etc., tirer la sonnette d'alarme par rapport à l'absence d'un nouveau gouvernement bruxellois. Vous le ressentez ? Oui, donc nous avons, en tant que Bruxelles, même si c'était une structure publique et paritaire, on a décidé de soutenir cette demande des acteurs associatifs qui disaient mais comment est-ce qu'on gère un budget, comment est-ce qu'on engage des personnes, comment est-ce qu'on fait en sorte que nos contrats à durée déterminée soient renouvelés pour pouvoir venir en aide aux personnes, comment est-ce qu'on fait quand nous n'avons pas de décision budgétaire sur les subsides à nos secteurs. Et on sent que avec toutes ces années qui ont été des années de tension quand même qui sont fortes, il nous paraissait important de les accompagner pour envoyer un signal aux autorités en disant nous avons besoin de décisions. Il y a déjà un ralentissement dans l'offre des services qu'elles peuvent donner pour l'instant ou on est juste en train de tirer la sonnette d'alarme pour pas que ça arrive ? Alors ici, il y a une décision qui permet de mobiliser 3/12 du budget et donc on a déjà une petite bouffée d'oxygène, si je peux m'exprimer comme ça. Je pense que la résilience des opérateurs est quand même très très grande, donc on a des acteurs qui font vraiment le maximum. Je pense qu'il faut quand même avoir une pensée pour les travailleurs sociaux parce que ces gens sont dans l'incertitude quant au renouvellement de leur contrat et ces gens doivent manger à la fin du mois. Il faut qu'ils terminent leur mois, qu'ils payent leur loyer, qu'ils habillent leurs enfants, etc. Et donc tous ces travailleurs sociaux sont quand même en attente d'une solution, c'est certain. Alors, avant, on parlait surtout des SDF, puis on a commencé à parler des sans domicile fixe. Et puis, je vois qu'on est passé au sans chez-soirisme. Ce n'est pas évident à dire, mais je pense que ça veut bien dire ce que ça veut dire. Pourquoi ce changement de vocable ? Parce que la réalité du sans-abrisme tel qu'on l'entend généralement est quand même beaucoup plus vaste que ça. Beaucoup de personnes ont un logement, le perdent, sont expulsés, donc n'ont plus de logement. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont dans la rue. Ils peuvent être chez des amis, hébergés temporairement dans la famille, sur un canapé, un clip-clap ouvert dans le salon, etc. Nous avons des personnes qui arrivent en Belgique et qui n'ont pas de solution de logement. Nous avons des personnes qui voient leur logement qui est déclaré insalubre, des personnes qui sont exploitées par un marchand de sommeil. Et donc la réalité du mal logement, si je peux m'exprimer comme ça, n'est pas que les personnes qu'on voit à la rue, même si ce public-là, en fait, a connu des situations de mal logement, est tombé à la rue, repart dans un logement temporaire, en centre d'urgence, en maison d'accueil, retombe à la rue, etc. Et donc on a voulu avoir une approche plus globale de toute la problématique
du mal logement. Et donc, on a voulu chercher un vocable. Et en flamand, en irlandais, c'est facile, c'est dak en thuisloosheid, donc sans toit ou sans maison. Et en français, nous n'avions pas le même vocable. Et le syndicat des immenses, qui est une structure composée de personnes sans abri et sans chez soi, a demandé qu'on dise en fait que le terme, c'est le sans-chez-soirisme. Alors, on peut regarder un graphique qui date de 2022, où on avait fait un recensement des personnes qui n'ont pas de logement. Et on voit effectivement que la ligne bleue dans le fond, c'est les personnes qui sont dans l'espace public, qu'on voit logées à la rue, mais qu'on a effectivement toutes sortes d'autres catégories de personnes qui n'ont pas leur propre logement. 7000 personnes recensées à Bruxelles en 2022. Il vient d'y avoir au mois de novembre un nouveau recensement. Vous craignez qu'on arrive aux 10 000. Est-ce qu'on a déjà les résultats ou pas ? Alors moi, je voudrais surtout qu'on arrive à zéro. Donc je crois que c'est vraiment important parce que quand on présente une problématique, on a souvent tendance à dire que cette problématique devient de plus en plus importante pour se donner de plus en plus d'importance à soi et montrer que notre sujet est probablement le plus important. Et donc moi, je voudrais que le sujet soit le moins important possible et qu'on arrive à zéro, ou qu'on arrive en tout cas à une ville. Mais pour y arriver, il faut partir d'un constat. Voilà, et donc il faut regarder la réalité en face. La réalité, elle ne surprendra personne, c'est que ce qui s'est passé ces 2 dernières années, notamment les décisions relatives à l'accueil des hommes demandeurs d'asile, fait que nous voyons dans les rues, dans les dispositifs d'urgence, beaucoup plus de personnes qui en fait sont demanderesses d'asile, qui ont droit à un accueil et qui n'ont pas d'accueil. Oui, il y avait 3000 personnes sur liste d'attente début janvier. Alors ça ne veut pas dire que ces 3000 personnes se retrouvent dans la rue, parce que chacun se débrouille et essaie de trouver des solutions, et il ne faut pas institutionnaliser non plus toutes les réponses. Et donc, c'est sûr que la solidarité peut jouer, et c'est tant mieux, mais la solidarité, c'est souvent des précaires qui viennent en aide à des précaires. Et donc, c'est quand même pas facile pour eux au quotidien. Et donc, il y a quand même lieu de leur prêter main forte. Et bien donc, on va en venir finalement à l'enjeu. Comment est-ce qu'on arriverait à en finir avec ce sans-abrisme ou sans-chez-soirisme à l'horizon 2029-2030 ? Est-ce que ça vous semble possible à si peu de temps ? Alors moi, je suis porteur de 3 bonnes nouvelles et je trouve que c'est quand même important de les donner. La première, c'est que pendant des années, nous avons essayé de faire en sorte que la question du sans-chez-soirisme ou du sans-abrisme, du mal-logement, soit une question prioritaire au niveau politique. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus un responsable politique qui n'a pas compris que Bruxelles doit trouver une solution à cette situation-là, parce que d'abord, il en va de la dignité des personnes qui sont dans le mal-logement, mais il en va également du vivre ensemble de tous les passants, de tous les nafteurs, de tous les touristes, de tous les habitants qui vivent cette situation d'indignité. Et donc, nous partageons tous ce même sentiment que ça ne va pas, ça ne peut pas continuer. Donc il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'il y a maintenant une unanimité dans la classe politique et chez les décideurs et dans les administrations, dans les différents services, les pouvoirs locaux, etc., pour dire qu'il faut trouver maintenant une réponse. Donc on est ensemble. Ça, c'est quand même une première bonne nouvelle. Et ça permet de lutter contre le fatalisme qui dit que finalement, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Tout à fait, tout à fait. Et surtout, c'est que aujourd'hui, tout le monde a compris que ce n'est pas avec les opérateurs d'urgence, les maisons d'accueil, les centres de jour qui font le maximum avec les personnes qui sont là, qu'on va trouver une solution. Et c'est tous les secteurs. Et ça, c'est la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'en fait, les autres secteurs, les prisons, qui libèrent des personnes de façon conditionnelle sans moyens financiers, la santé qui a longtemps misé sur l'amélioration de la qualité de la santé, et peut-être parfois au détriment de l'accessibilité de la santé, le logement qui, lui, devient de plus en plus cher. Tous ces secteurs se rendent compte qu'en fait, s'ils ne bougent pas, ils génèrent du sans-abrisme. Et donc cette prise de conscience qui est ce n'est pas qu'une question des acteurs du sans-abrisme, mais une question de tout le monde, de l'aide à la jeunesse, des prisons, de la santé et du logement, que ces acteurs ensemble doivent se bouger et doivent trouver des solutions pour venir en aide aux personnes qui sont dans cette situation. Ça, c'est une deuxième bonne nouvelle. Et la troisième bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, nous avons avec nous les personnes sans abri elles-mêmes qui sont vraiment partenaires et qui deviennent des acteurs de la solution.
Et donc, avant, il y avait quand même une démarche assez paternaliste où ce sont des personnes qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas, qui ne souhaitent pas. Et aujourd'hui, ils sont autour de la table avec leurs organisations représentatives. Elles sont là et elles participent à la décision. Alors, pour élaborer ce master plan, vous avez mis 2 ans, parce qu'il y a eu tout un travail préalable qui a été fait, justement, pour arriver à un ensemble cohérent. Vous proposez 35 mesures, mais vous attirez l'attention, notamment du monde politique, en disant qu'il faut faire les 35 mesures et pas l'une ou l'autre, parce que sinon, ça pourrait être contre-productif. Oui, donc effectivement, le master plan qui est ici, hein, donc, le master plan, c'est une approche tout à fait holistique. Donc, on a discuté de cela également avec les établissements pénitentiaires, avec l'aide à la jeunesse, avec le secteur de la santé, etc., avec le secteur de la santé mentale. Et donc, on participait à l'élaboration de ce plan, toutes les institutions et tous les acteurs qui sont concernés par le sujet. Et donc, effectivement, c'est une approche holistique et donc il faut avancer dans l'ensemble de ces positions. Il y a des priorités, c'est certain qu'il y a des priorités, et d'autre part, il y a énormément d'espace de négociation pour voir comment concrètement on va mettre en place ces mesures. Donc tout n'est pas figé, et le nouveau gouvernement d'ailleurs, lorsqu'il arrivera, pourra vraiment participer et mettre sa patte sur le projet. On a d'ailleurs une clause de rendez-vous fin 2025 pour actualiser ce master plan et tenir compte des nouvelles énergies politiques qui sont arrivées au niveau régional, au niveau fédéral et au niveau local. Et donc, il fallait pouvoir se donner rendez-vous et modifier ce master plan. Mais c'est vrai que c'est une approche globale. Les enjeux, évidemment, je ne vous surprendrai pas en disant qu'il n'y a rien à faire. On peut beaucoup discuter des personnes qui sont en rue, mais il faut d'abord qu'il y ait une solution vers le logement. Oui. Et donc, il y a un gros volet sur le logement. On va y venir, mais est-ce que vous parlez donc de cette cohérence globale? David Lester, formateur du gouvernement bruxellois, on sait que les négociations sont un peu bloquées pour l'instant, mais avait rencontré la société civile. Est-ce que vous avez pu lui parler de ce document? Oui, bien sûr. Nous avons rencontré l'ensemble des formations politiques avant les élections et nous avons rencontré les formateurs de David Lester et Elke van den Brandt, donc après les élections, pour leur rappeler les éléments concrets. Et je pense que nous avons là des interlocuteurs qui ont très bien compris la situation. C'est ce qui me permet de dire que nous avons quand même une bonne nouvelle, c'est que l'ensemble de la classe politique est avec le sujet en considérant qu'il est prioritaire. Donc vous êtes assez confiant. Alors la volonté, c'est de changer de paradigme, si je vous lis bien. C'est de prévenir et de loger. Et vous vous expliquez, reloger ne coûte pas plus cher que la politique actuelle. Vu de l'extérieur, ça peut paraître étonnant. Mais en fait, la politique actuelle, elle est extrêmement coûteuse. Quand on expulse quelqu'un de son logement, des études ont montré qu'il faut 3 ans pour que cette famille retrouve un minimum de stabilité. Et pendant 3 ans, la société civile, la société va investir dans des mécanismes d'accompagnement sociaux, de logements de transit, de centres d'urgence, de scolarité des enfants dans un contexte compliqué, etc. Et donc pendant 3 ans, la société va devoir éponger une décision qu'elle a prise. Et ça va être extrêmement coûteux d'éponger une décision qui consacre, en fait, qui rend le droit de propriété prioritaire par rapport au droit au logement. Et donc, si on met bout à bout l'ensemble de ces investissements de la société dans le curatif, et pas dans le préventif, au bout du compte, on se retrouve avec des coûts qui avoisinent 40 000 € par personne par an. Donc, et je le globalise, les études sont plus spécifiques que ça, un peu plus poussées. Mais c'est pour avoir une idée. C'est pour se donner une idée. Ça nous donne quand même des marges pour travailler. Et ça, je pense que c'est aussi un message d'espoir et de réalisme pragmatique, c'est qu'il y a des moyens aujourd'hui. Les gouvernements ont déjà mis énormément de moyens. Et les enjeux de coordination, d'articulation et de faire en sorte que tout le monde aille dans la même direction sont essentiels. Et c'est ce qu'on a réussi à faire avec le master plan. Alors, loger plutôt qu'héberger, c'est un peu d'héberger en urgence, c'est plutôt la philosophie. Et pourtant, chaque hiver, au devant de l'actualité, on reparle de la situation des personnes qui sont en rue, avec les plans grand froid, qui libèrent des places d'hébergement. Ce sont des extensions des capacités qui existent toute l'année. Regardez ce reportage sur l'activation du dernier plan, c'était il y a peu. À quelques heures de l'arrivée des premiers résidents, les équipes de la Croix-Rouge procèdent aux derniers ajustements. 150 places d'hébergement doivent être prêtes dès ce mardi dans cette ancienne maison de repos située rue de Lintout à Schaerbeek pour y accueillir des hommes isolés sans abri dans le contexte de la chute drastique des températures.
Le centre est ouvert 24 heures sur 24 et on propose les services. Il y a des repas qui sont distribués 3 fois par jour et puis ils ont accès à leur chambre, des sanitaires et ils peuvent rester toute la journée. Le centre est ouvert 24 heures sur 24. Il y a de l'internet et l'équipe est sur place tout le temps et peut les orienter aussi vers les services sociaux, médicaux en fonction de leurs besoins. Des chambres de 3 lits équipées de salles de bain, des espaces communs, salle à manger, le tout ouvert pour une durée de 1 mois, renouvelable en fonction des conditions météo. Les résidents y accèdent après enregistrement via le numéro vert du SAMU social, le 0800 99 340 et ne peuvent y rester qu'une semaine. Les 150 places ne permettent pas de répondre à toute la demande et donc le fait de donner une semaine d'hébergement aux personnes permet d'avoir une rotation et de permettre à plus de personnes d'avoir un moment de répit à l'abri. Ces 150 places constituent l'axe majeur du plan froid extrême opéré par Bruxelles et viennent, avec la centaine de places du plan hiver, compléter les 2620 places d'accueil d'urgence ouvertes en dehors du plan hivernal. Voilà, alors il y a une vingtaine d'années, on mettait le paquet sur les plans hiver. Les choses ont changé depuis. C'est devenu un accompagnement plus ponctuel, une solution un petit peu plus limitée. Le principe du plan grand froid, c'est de dire qu'il y a des situations météorologiques extrêmes qui fait qu'il n'est pas possible de rester sans rien faire et donc on doit activer quelques places. Alors, bien sûr, ici, c'est un centre entier qu'on ouvre. Le principe du plan grand froid, c'est plutôt d'avoir quelques places buffer à gauche et à droite qu'on ouvre. Ici, il y a eu un choix qui a été fait d'ouvrir ce centre parce qu'il était disponible et donc on ne va pas pousser les murs partout, on va le faire. Mais le principe même du plan grand froid, c'est de dire toute l'année, il existe des solutions qui sont structurelles. Il y a des moments où il faut reconnaître qu'on doit un peu pousser les murs et on pousse les murs. Alors qu'avant, effectivement, jusqu'au 1er novembre, les gens pouvaient rester à la rue. Et à partir du 1er novembre jusqu'au 31 mars, on disait « Ah mais non, ça c'est quand même trop compliqué ». Et donc c'était le branle-bas de combat et on ouvrait des centaines de places entre le mois de novembre et le mois de mars. Donc ça, cette logique-là a été supprimée parce qu'en réalité, vivre à la rue, c'est un stress et c'est mauvais pour la santé, c'est mauvais pour la dignité, que ce soit en été comme en hiver. Il y a juste qu'il y a des petites périodes où quand il gèle de la sorte, on doit faire un effort additionnel, c'est une question de dignité humaine. Ouais. Quand on en revient un petit peu à ce master plan, on voit que le premier axe, c'est renforcer la prévention pour que les gens n'arrivent pas à la rue. Le deuxième, c'est des actions pour réduire le temps qu'une personne va passer sans chez soi. Et donc, si on regarde de nouveau les chiffres de 2022, on voit qu'on a quand même 10% des personnes qui restent moins de 3 mois à la rue, 22% qui restent entre 4 et 11 mois, 19% qui restent de 1 à 2 ans, et puis quand même 35% presque qui restent de manière longue durée à la rue. Comment est-ce qu'on fait pour réduire, si on suit votre master plan, ce temps passé dehors ? Mais justement, donc les personnes qui sont en risque de tomber à la rue, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'ils n'y tombent pas. Ça veut dire que quand quelqu'un est en situation de perdre ce logement, il faut qu'il y ait un mécanisme qui est fait par le secteur associatif et par les CPS qui sont avertis par le juge de paix qu'il y a une requête en expulsion et qu'ils interviennent avant que la personne ne perde ce logement. Donc on met les énergies le plus en amont possible pour éviter la perte de logement. Je l'ai dit tout à l'heure, ça prend 3 ans pour remettre quelqu'un en logement quand il s'est retrouvé à la rue après une expulsion. Et ça coûte terriblement. Donc ici, l'objectif, c'est ne pas arriver. Si la personne arrive à la rue, l'objectif, et ça c'est le deuxième axe du master plan, c'est de dire il faut très vite pouvoir l'orienter vers une structure, vers une solution. Et donc on doit pouvoir remobiliser le secteur du logement social, les AIS, mais aussi les centres d'urgence éventuellement. Mais directement dans les centres d'urgence, il faut qu'il ne reste que 7 jours et qu'en 7 jours, on puisse tout de suite l'orienter vers une structure qui va faire un vrai accompagnement social pour qu'il s'en sorte. Et puis le troisième axe, c'est de dire il y a des personnes qui sont durablement à la rue. On a vu des personnes qui sont abîmées depuis des années par la rue. Et ces personnes, elles ont besoin de soins. Et c'est le problème, c'est que nous n'avons pas de secteur santé qui est construit autour d'une réponse aux personnes qui ont été abîmées par des années de rue. Si vous regardez les personnes que... Moi, je vais utiliser un terme que j'ai du mal à utiliser, mais je trouve qu'il faut vraiment qu'on l'entende avec beaucoup d'empathie, c'est qu'il y a une population qui se zombifie dans la rue, et donc qui devient mais tellement abîmée que quand on les croise, on a l'impression de croiser des personnes qui n'ont plus d'étincelles dans les yeux, qui n'ont plus cette énergie. Et donc, là, il n'y a rien à faire. On peut envoyer toutes les équipes mobiles d'accompagnement, on peut leur servir un petit café, leur offrir une petite couverture. Elles ont besoin de soins.
Et est-ce que le secteur santé est en capacité de leur proposer une cure de désintoxication, de leur proposer un moment de répit par rapport les soins de plaies, etc. Et donc, il y a une réelle prise en charge du secteur de la santé qui est absolument nécessaire. Alors, vous parlez aussi d'un élément novateur dans ce master plan qui est lutter contre les mécanismes de violence et d'injustice institutionnelle. Et là, en fait, on pointe le surinterventionnisme ou un accompagnement très paternaliste. Là, on doit être dans une rupture par rapport à des choses qui se faisaient. Mais je pense que, immanquablement, quand on est face à des personnes qui sont au bout du bout de l'exclusion, parce que le sans-abrisme et le sans-chez-soirisme, c'est quand même le bout du bout de l'exclusion, on a parfois tendance à se dire que s'il leur est arrivé ça, c'est qu'il y a un souci chez eux également. Et donc, il nous semblait important de d'abord être à l'écoute des récits de vie de ces personnes. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire de ce qui se passe? Est-ce que nous-mêmes, nous ne sommes pas porteurs de certaines assignations, de certaines violences institutionnelles? Est-ce que quand on décide de ce qu'elles vont manger, dans ce que on décide de quand elles vont prendre leur bain, quand elles vont se doucher, quand elles vont devoir se laver, quand elles vont devoir sortir, etc. Et quand on décide tout à leur place, est-ce que quelque part, on n'est pas dans une logique où, in fine, la personne doit s'abandonner, doit se perdre dans nos propres dispositifs? Et le master plan remet cette question sur la table en disant il y a au moins deux choses qu'on peut faire, c'est mettre les ayants droit dans notre mécanisme de gouvernance. Donc dans la décision, il faut qu'ils soient là à tous les moments. Et je pense que c'est quelque chose qui est de nature très démocratique. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut des mécanismes de plainte qui soient pris en charge et qui soient pris au sérieux et qui soient structurés dans le mécanisme de décision. Ça, c'est deux éléments qui nous permettent un minimum de diminuer la violence institutionnelle auquel ils font face. D'ailleurs, vous parlez des ayants droit, vous ne parlez pas des bénéficiaires ou des allocataires. Cette terminaison-là, c'est pour insister sur le côté, ces personnes ont des droits qui ne sont pas toujours respectés? Je pense que, immanquablement, il faut leur donner une chance. Il faut leur donner la possibilité de reprendre pied dans leur vie. Et donc, si on ne commence pas par les nommer comme étant des personnes qui ont des droits, ça devient compliqué. Donc, le vocabulaire est quand même une manière de qualifier les choses, une manière de donner une existence. Et donc, si on se trompe de terme, comme disait Albert Camus, c'est ajouter à la laideur du monde. Et donc, mal nommer les choses, c'est ajouter à la laideur du monde. Et je trouve que c'est vraiment important. Et notamment, le syndicat des immenses, et on retrouve ça dans le début du master plan, a fait un énorme travail sur le lexique pour essayer de redonner de la dignité à chacun et au collectif. Ouais. Il parle d'allomorphisme. C'est cette capacité à mettre en place des dispositifs auxquels on ne recourrait jamais pour soi-même ou pour un de ses proches, mais on se dit, pour les autres, c'est mieux que rien. Et ça Évidemment. Évidemment. Donc aujourd'hui, quand une structure crée du logement de transit, par exemple, on va mettre des lits en métal et des étagères que certains utilisent pour ranger leurs outils dans la cave. C'est sûr que quand on arrive dans un logement comme ça, on ne se dit pas que ceux qui se sont occupés de me loger se sont dit que j'avais la même dignité qu'eux. Et donc, on a mis en place des mécanismes qu'on ne ferait jamais pour nous. On ne construit pas nos chambres avec un lit en métal et une armoire, une étagère à clous pour mettre nos vêtements. Et donc, c'est la même chose que sur le mobilier public. Quand le mobilier public est fait pour que personne ne puisse s'asseoir, ne puisse dormir dessus, on ne ferait pas ça chez nous. On ne va pas mettre nos divans, nos canapés, si je peux m'exprimer comme ça. On ne met pas de quoi faire en sorte que personne ne puisse se coucher dessus. Et donc, j'aime bien cette idée de attention à ce que nous faisons. Est-ce que nous pouvons porter d'attention à une vraie sympathie, au-delà même de l'empathie? Est-ce qu'on ne peut pas simplement avoir une relation correcte avec chacune des personnes qui est en souffrance? Est-ce qu'on doit rajouter de la souffrance à la souffrance par un certain dédain? On a souvent le cas, par exemple, de familles qui sont à la rue et on leur propose des solutions de relogement, mais en fait qui refusent, qui préfèrent rester dehors plutôt qu'aller vers les solutions. C'est parce qu'elles ne sont pas adéquates? Mais notamment, c'est parce qu'elles ne sont pas adéquates. Mais en quoi elles ne sont pas adéquates? Le premier élément dans les grandes familles, enfin dans les familles qui veulent rester à la rue, c'est que généralement, elles vivent en communauté, qu'elles ont un mode de vie où c'est la famille au sens large qui est extrêmement important. Or, ça fait des grands groupes. Avec notre saturation de tout le dispositif, nous avons une place ici, une place là-bas et une troisième place à droite. Et donc, on démantibule
ces familles qui disent « mais non, nous, ce qui nous permet de survivre, c'est la solidarité qui est entre nous. Donc si vous cassez cette solidarité, on est foutu. » Et donc voilà, ça c'est tous des éléments qu'on doit pouvoir contrer. Eh bien, on verra bien l'application alors de ce masterplan qui est en route. On a commencé à lancer les premiers éléments. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau pour l'expliquer. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, l'invité sera Christos Doulkeridis. C'est Fabrice Grosfilet qui le recevra dans cette émission. Bonne fin de journée à tous.